Nos invités, Joséphine Staron, vous êtes directrice des études et des relations internationales du think tank Sinopia. Votre livre « Europe, la solidarité contre le naufrage » est aux éditions Sinopia. Amiral Michel Olagaray, vous êtes ancien directeur du Centre des hautes études militaires. Bonjour. Et Antoine Arjakovski, vous êtes historien spécialiste de l'Ukraine et de la Russie. Votre livre « Pour sortir de la guerre », c'est aux éditions Desclés de Brouwer. Et vous venez de publier « Qu'est-ce que la science morale et politique ?» C'est aux éditions du CERF. Merci de participer à cette émission. Pour commencer, je vous propose, parce que c'est l'information de la nuit, de revenir sur ce bombardement massif de l'armée israélienne à Gaza, qui a fait au moins 330 morts. Israël a repris ces bombardements suite, je cite, au refus répété du Hamas de libérer les otages. Sujet d'Alexandre Hébert. Des dizaines de corps alignés et un silence de plomb. Au pied de l'hôpital Al-Shifa de Gaza, ces familles sont venues veiller les corps de leurs proches, décédés dans les bombardements. Le bilan est lourd. Selon le Hamas, les morts se comptent en centaines. À Khan Younes, au sud de la bande, ce camp de réfugiés a presque été entièrement détruit par les frappes. La guerre est revenue plus intense qu'avant. La nuit dernière a été plus dure que 20 000 autres nuits pour nous et nos enfants. Tous nos voisins ont été tués, les pauvres gens. Nous espérions que la guerre s'arrêterait, que ces catastrophes cesseraient. Mais je vois que la guerre est revenue. Je ne sais pas quoi vous dire. Dieu nous soutiendra. Que ferons-nous? Ce qui nous arrive, c'est l'enfer. L'enfer dans tous les sens du terme. Toute la nuit, des frappes par dizaines ont touché la bande de Gaza, les plus intenses depuis le début de la trêve en janvier. Au moins 3 sites ont été visés, du nord au sud de l'enclave palestinienne. Israël dénonce le blocage du Hamas dans la libération de nouveaux otages. Les forces de défense israéliennes attaquent en ce moment des cibles du Hamas dans la bande de Gaza afin d'atteindre les objectifs de guerre définis par les autorités politiques, notamment la libération de tous les otages, vivants ou morts. Des frappes validées en amont par les États-Unis, selon la Maison-Blanche. De son côté, le Hamas accuse Israël de sacrifier les 58 otages toujours retenus dans l'enclave. Ce matin, Israël promet de poursuivre l'offensive à Gaza, signant peut-être la fin de la trêve, 2 mois après son entrée en vigueur. Alors, je vous propose de partir tout de suite à Tel Aviv, où nous sommes en direct avec Olivier Rafovitz. Bonjour monsieur, vous êtes porte-parole de l'armée israélienne. Bien d'abord, cette question toute simple, pourquoi avoir repris ces bombardements qui, selon le Hamas, ont fait 330 morts cette nuit? Bonjour et merci de nous voir dans votre émission ce matin. Nous avons frappé cette nuit les cibles du Hamas, une attaque surprise parce que le Hamas préparait des attaques terroristes importantes en territoire israélien. Des centaines de membres du Hamas ont été éliminés durant la nuit, dont des dizaines de membres qui ont apparu plusieurs fois à la télévision, paradant durant ces simulacres de cérémoniaux de libération de nos otages et d'humiliation de nos otages. Et il est clair que nous voulons le retour de tous nos otages, 59 otages, dont 24 vivants et d'autres sont malheureusement morts. Le Hamas n'a pas respecté la trêve. Il préparait donc des attaques très graves que nous avons heureusement empêchées, de type 7 octobre. Et d'autre part, depuis 15 jours, il n'a libéré aucun otage, malgré le processus de négociation, malgré la présence d'éléments intermédiaires pour aider à la libération des otages. Olivier Rafovitz, vous avez ordonné aux Gazaouis, je cite, d'évacuer les zones frontalières d'Israël. Est-ce à dire que de nouvelles frappes sont à suivre? D'abord, nous n'avons aucune intention, malgré la propagande toujours à la hauteur du Hamas, de mettre les Gazaouis dans une situation difficile. Nous frappons le Hamas, nous voulons que le Hamas, je le répète, libère les otages, et nous voulons que le Hamas cesse d'être à la tête de la bande de Gaza. Tout cela réuni nous oblige à demander à la population de Gaza d'évacuer des régions dans lesquelles se trouvent des cibles du Hamas. Le Hamas considère que ces bombardements constituent une reprise de la guerre. Les familles des otages, le Forum des familles affirme que votre gouvernement, que le gouvernement israélien a décidé d'abandonner les otages. Est-ce qu'au fond, c'est la reprise de la guerre et les otages sont à
malheureusement une victime collatérale? En aucun cas. Nous voulons que les otages reviennent à la maison. Je rappelle que le Hamas mène depuis des mois, depuis maintenant plus d'1 an et demi, une guerre psychologique de la pire espèce en utilisant la vie de nos otages, même les corps de nos otages morts, qui ont été, je rappelle, kidnappés, morts le 7 octobre 2023. Je rappelle également à ceux qui ont oublié que le Hamas a assassiné de sang-froid et à main nue les enfants de la famille Bibas, Ariel et Kfir, 4 ans et 9 mois, n'est-ce pas? À l'époque, il n'y avait pas de frappe, mais seulement une responsabilité du Hamas de garder les otages et des enfants et des bébés en vie. Tout cela fait partie d'une propagande malheureusement connue du Hamas, et Israël ne laissera pas le Hamas continuer à utiliser cette trêve pour se renforcer, pour attaquer Israël sans libérer aucun otage. Merci beaucoup Olivier Rafovitz, porte-parole de l'armée israélienne. Vous étiez en direct depuis Tel Aviv. Amiral Michel Olagaray, on comprend... Alors, il y avait une trêve depuis le 19 janvier, trêve qui visiblement prend fin. Est-ce qu'on peut parler d'une reprise de la guerre? Et on ne voit pas très bien ce que cherche Netanyahou en reprenant avec ses bombardements massifs sur un territoire déjà ravagé. Oui, je suis d'accord avec vous. On ne sait pas très bien où il veut aller. Encore que nous nous retrouvions maintenant peut-être un peu comme au début de la guerre, où l'attaque sur Gaza, enfin la réponse au programme du 7 octobre, a été fait de bombardements aériens. Il faut dire que les Israéliens ont retiré pas mal de troupes aussi de Gaza, qu'ils ont renvoyées dans le nord. Peut-être n'ont-ils pas non plus envie de revenir à terre. Donc pour l'instant, bombardement aérien. Alors bien sûr, bombardement aérien, pour qu'ils aient tué, comme l'a dit le colonel Rafovitz, 100 ou 200 ou quelques dizaines de membres du Hamas, encore faudrait-il que ces gens-là soient concentrés juste à l'endroit du bombardement. Or, il me semble que les forces du Hamas devraient plutôt être dispersées dans la population. Donc là, il y a malheureusement... On n'est absolument pas dans des frappes chirurgicales, c'est ça? Ça ne me paraît pas très chirurgical, encore que le ministre de l'Intérieur du Hamas à Gaza ait été déclaré tué par les Israéliens. Donc on a l'impression de se retrouver un peu dans les conditions du début, avec un durcissement, mais au début aussi on disait que manifestement Israël pensait davantage à se venger qu'à récupérer les otages. Vous savez, il y a eu beaucoup d'interrogations sur le sort des otages, les familles bien sûr en premier lieu. Et là, il a fait allusion, Rafovitz, à un changement d'intermédiaire dans la négociation. Et il faut noter que les négociations maintenant ne se sont plus passées dernièrement à Doha, mais en Égypte. Alors, est-ce qu'il fait allusion à ce changement-là, à un manque de confiance, si vous voulez, dans ce qui se passait dans les négociations préalables? On peut se le demander. En tout cas, pour l'instant, l'arme aérienne, moins de combats sur le terrain, mais une détermination sans faille apparemment, et sans doute des graves inquiétudes pour le sort des otages restants. Joséphine Staron, quelle lecture faites-vous de cette reprise des bombardements, considérée par le Hamas comme la fin de la trêve, une reprise de la guerre? Alors, je ne sais pas quelle est la stratégie réelle de l'armée israélienne, mais ce qui est certain, c'est que le cessez-le-feu, il avait 2 objectifs. 1, la récupération des otages, et 2, amener des négociations pour une fin du conflit, quelle qu'elle soit. Et on a vu pour ce 2e objectif, les tractations, le plan de Donald Trump, les pays arabes qui se sont réunis plusieurs fois pour essayer d'arriver avec un plan alternatif auxquels ils ne sont pas parvenus. Et donc, dans les derniers jours de cette trêve, finalement, il n'y a pas eu beaucoup de progrès, ni sur le premier plan, puisqu'il reste toujours des otages, ni sur le deuxième, sur la négociation de la suite de la paix, etc. Donc, on a quand même le sentiment que cette stagnation des 15 derniers jours ne légitimait plus suffisamment le cessez-le-feu, peut-être d'ailleurs pour aucune des parties, puisque à partir du moment où vous n'avez pas de règlement possible dans les semaines ou les mois qui viennent, puisque aucun plan n'est validé, ni le plan de Donald Trump qui est rejeté par les pays arabes, ni le plan des pays arabes qui n'arrivent pas à se mettre d'accord sur une alternative crédible et solide pour le moment, eh bien là, effectivement, la trêve était de toute manière remise en cause. Antoine Arjakovski, je citais le Forum des familles d'otages pour qui le gouvernement israélien a décidé d'abandonner les otages. On a l'impression que ça ne progresse pas et même qu'on recule. Comment est-ce que l'opinion publique, est-ce qu'à un moment elle va demander des comptes à Netanyahou en disant « mais où nous emmenez-vous, monsieur le Premier ministre ?» Oui. L'opinion publique israélienne. Absolument, absolument, mais je dirais aussi l'opinion publique mondiale, parce que tout le monde se sent concerné par ce qui se passe. Et on voit
que la deuxième phase de l'accord qui avait été signé au mois de janvier était censée faire un échange de tous contre tous, de tous les prisonniers, de tous les otages contre des deux parties, et on n'y arrive pas. C'est sabordé par ces bombardements de civils qui ressemblent quand même à un crime de guerre. Donc, ces familles de victimes sont légitimes à protester. Et moi, ce que j'observe dans cette situation, c'est que le droit humanitaire international n'est pas du tout respecté. Ça fait depuis longtemps, mais là encore plus maintenant. 300 personnes civiles bombardées. Alors, il y a eu des bâtiments, des écoles. Alors, ce sont c'est la communication du Hamas aussi, hein, mais bon. Oui, non, mais il y a des images aussi. Ouais. Et donc, moi, ce que je retiens comme point, c'est que quand on signe un cessez-le-feu ou une trêve, il faut des garanties de sécurité. Or, et on va en reparler quand on parlera pour un autre dossier. Pour un autre dossier. Oui. Là, en l'occurrence, le Hamas n'a aucune garantie de sécurité. Alors, en même temps, quand l'armée israélienne parle d'une mauvaise volonté du Hamas, qui n'est plus du tout dans un processus de vouloir libérer les otages. Mais ça, c'est eux qui le disent. C'est eux qui le disent. Le Hamas dit tout l'inverse. Le Hamas dit que les Israéliens ne veulent pas. Ouais, enfin, en même temps, il n'y en a pas de nouveaux qui ont été libérés. Il en manque toujours 59. Mais parce que, encore une fois, l'accord, la deuxième phase, qui devait commencer début mars, c'était libération de tous contre tous. C'était plus au compte-gouttes, comme jusqu'à la première phase, la fin du mois de février. À partir du mois de mars, ça devait être tous contre tous. Et si, du côté israélien, on ne fait pas le geste, du côté du Hamas, on ne fait pas le geste non plus, d'autant plus que les Israéliens ont continué leur bombardement. Donc, moi, je suis plutôt critique avec la déclaration du colonel Rafovitz, qui dit qu'il veut protéger les habitants de Gaza, tout en les bombardant. Je trouve que là, il y a un double langage. Alors là où l'affaire pourrait s'embraser, on parle souvent d'embrasement, mais là pour le coup il y a une réelle menace, c'est parce que les rebelles Houthis, suite à ces bombardements de cette nuit, qu'ils condamnent fermement, promettent de poursuivre l'escalade et ils promettent d'intensifier la confrontation. Or, ce week-end, suite à l'attaque de navires américains, Donald Trump lui-même a bombardé les Houthis et il menace, en cas de nouvelles frappes de la part des Houthis, de s'en prendre à l'Iran. Va-t-on vers une escalade au Proche-Orient? D'abord, retour sur les derniers éléments en mer Rouge avec ce sujet de Camille Gutin. Les tirs nourris font partie d'une opération américaine à grande échelle. La première offensive militaire de Donald Trump au Yémen contre les rebelles Houthis. Des tirs ciblés pour toucher notamment la capitale du pays, Sanaa. Le président américain, lui, a suivi le déroulé de ces frappes militaires d'envergure depuis son golfe de Mar-a-Lago en Floride. Sur les chaînes de télévision, le secrétaire d'État américain se veut intransigeant. 174 fois, ils ont attaqué la marine américaine. On ne va pas laisser des personnes avec des missiles nous attaquer. On n'acceptera pas ça, pas sous le président Trump. Depuis 2023, les rebelles Houthis soutenus par l'Iran multiplient les frappes sur les navires et cargos commerciaux en mer Rouge. Une réponse, selon eux, à la guerre menée par Israël contre le Hamas. La zone est cruciale pour le commerce. 12% du trafic maritime mondial transite par cette région. Si les rebelles assurent avoir répliqué aux Américains en tirant sur un porte-avions, les États-Unis, eux, ont prévenu que les frappes ne s'arrêteraient pas. Car pour Washington, il s'agit surtout d'envoyer un message à l'Iran. Cela pose les fondations sur comment les États-Unis et cette administration vont répondre à toutes les menaces, perçues ou réelles, par l'Iran ou par ses alliés. Rien ne sera toléré. L'Iran a condamné des frappes barbares et rejeté toute menace américaine. Au Yémen, plusieurs milliers de manifestants se sont réunis pour protester contre les raids américains qui ont tué au moins 53 personnes dans la capitale. Alors, amiral Michel Olagaray, est-ce que là, il faut craindre de nouvelles frappes des Houthis contre des navires israéliens et surtout des navires américains? Ah, surtout les navires américains. Ils disent avoir frappé déjà un porte-avions, le US Harry Truman. Oui, et pour la troisième fois cette nuit. Ce qui montre une détermination sans faille, parce que s'attaquer aux navires de guerre et donc à la première puissance mondiale, c'est véritablement lui lancer un défi. Il y a un peu d'inconscience chez ces Houthis. C'est vrai qu'on les voit parader sur. Vous savez, dans la guerre, y a-t-il beaucoup de conscience? Ouais. Simplement, il se trouve que l'Iran ne dispose plus que de ces proxys-là.
Les proxys sont parce que les Houthis sont intermédiaires. Mais oui, ils ont perdu sous influence iranienne. Ils ont perdu le Hezbollah, ils ont perdu la Syrie, ils ont perdu le Hamas, no las violences, parce que c'était quand même pas eux, manifestement, qui ont poussé le Hamas à attaquer. Donc maintenant, on a l'impression qu'ils jouent une carte Houthi. Alors, jusqu'où est-ce que ça va aller? On n'en sait rien, parce que d'une certaine façon, Trump a envoyé une lettre à Khamenei pour proposer, pour dire de quelle façon on allait éventuellement pouvoir dénucléariser, etc. Enfin, entrer en négociation ou au moins discussion ou pour parler. Et en même temps, l'Iran pousse les Houthis à attaquer non seulement le trafic commercial, qui a beaucoup diminué. Vous pensez que les Houthis attaquent sur ordre de l'Iran? Ce n'est pas d'eux-mêmes, au fond, débordés par leur impulsivité, qui se disent on va aller frapper... Ce sont avec les armes fournies par l'Iran. Parce que les Houthis eux-mêmes, quand vous les voyez cette armée, ce ne sont pas eux qui sont capables de produire des missiles et de leur donner des objectifs, etc., et les diriger tout seul. Ça paraît très très difficile, voire même impossible. Donc l'Iran est, semble-t-il, forcément derrière. Quel jeu joue-t-il? Alors, c'est un jeu, encore une fois, comme celui que la Russie joue avec Trump. On frappe beaucoup, et puis peut-être après, va-t-on négocier? Je n'en sais rien, pour l'instant, ça n'en prend pas le chemin. Alors, Joséphine Staron, Donald Trump, et on le connaît, il a déclaré qu'en cas d'attaque des Houthis, je le cite, « l'Iran sera responsable et en subira les conséquences qui seront sévères ». Est-ce que Donald Trump, dont on disait qu'il n'aimait pas déclencher des guerres, il n'est pas là en train d'en déclencher une? Il n'aime pas déclencher des guerres, mais il n'aime surtout pas être humilié. S'il veut se retirer du conflit en Europe, en revanche, au Moyen-Orient, il veut jouer toutes les cartes possibles. On connaît le lien très fort entre Israël et les États-Unis, et aussi on connaît surtout la haine entre les États-Unis et l'Iran. Et donc tout ça permet aussi d'avoir une lecture assez claire de la situation aujourd'hui. Comme on l'a dit tout à l'heure, on a une stagnation des négociations. On a un plan de la Ligue arabe qui commence à se mettre sur pied, même si tout n'est pas encore tout à fait élaboré. On a le plan de Donald Trump. Dans les deux cas, le Hamas ne doit plus faire partie de l'administration de Gaza. Donc on a quand même une forme de consensus autour de la disparition du Hamas, responsable direct des massacres du 7 octobre. Et donc, pour qu'il y ait une paix possible à un moment, il va falloir effectivement régler cette question politique, parce que c'est bien une question politique avant même d'être une question militaire. Ensuite, vous avez tous les proxys des uns et des autres qui vont jouer la partie. Et l'Iran, en essayant on va dire renchérir via les Houthis au Yémen, lui aussi veut s'imposer d'une certaine manière dans ces négociations qui sont en train d'avoir lieu. Parce que si l'Iran a quasi perdu le Hezbollah au Liban, les Houthis ne sont pas quand même dans une position extrêmement sereine, même s'ils reprennent les hostilités aujourd'hui. Le Hamas risque également de disparaître. Donc pour l'Iran, ce serait finalement une perte d'influence dans toute la région, perte d'influence qui serait compensée par une plus grande influence des États-Unis et des pays arabes qui ne sont pas non plus totalement opposés à cette vision d'une paix, en tout cas selon des modalités pensées sans le Hamas. Antoine Arjakovski, est-ce que quand même l'Iran ne prend pas un risque en allant chatouiller ainsi, en téléguidant des attaques contre des porte-avions américains? Enfin, ça fait des images qui doivent faire la une de CNN. Comment Trump peut-il tolérer d'être ainsi humilié par ces barbus? Bien sûr, c'est un risque énorme. Et à titre personnel, je ne suis pas entièrement d'accord. À mon avis, ça dépasse la question de l'Iran. Là, parce qu'il y a CNN, mais il y a aussi Al Jazeera. Et qu'est-ce que voit le monde arabe depuis 15 jours? C'est que face au diktat de Trump sur la bande de Gaza, d'en faire une Riviera, etc., l'Égypte a résisté, le monde arabe a résisté, et donc il y a une sorte d'émotion du monde arabe, de solidarité contre les Américains qui veulent à nouveau faire leur loi au Proche-Orient. Et donc c'est ça, c'est ces émotions-là qui sont, à mon avis, à l'origine de cette résistance
forte, déterminée, comme ça a été dit, des Houthis, des Houthis et des autres populations arabes. Donc je crois que ça dépasse même Khamenei, toute la direction du gouvernement iranien. C'est une volonté de résister aux États-Unis. Amiral Olagaray, est-ce que, pour le coup, vous voyez parce que derrière, il y a la question du nucléaire, dont on sait très bien que Netanyahou aimerait y mettre un terme aux travaux sur le nucléaire. Ils sont au seuil du nucléaire, je crois, les Iraniens. Est-ce qu'au fond, on parle beaucoup de l'Ukraine et il y a le conflit qu'on ne voit pas venir, c'est celui où l'Amérique se retrouve embrigadée dans un engrenage à Téhéran, qui est au seuil de l'arme atomique. C'est vous qui dites qu'on ne le voit pas venir. Mais non, mais parce qu'on est aveuglé par l'Ukraine, dont on parle tous les jours, et on parle beaucoup moins de ce conflit-là. Il y a quand même eu pas mal d'échanges de missiles, si vous voulez, pas des missives, mais des missiles entre Israël, soutenus largement par les États-Unis, et encore plus maintenant par l'administration Trump, entre Israël et l'Iran. Donc, si vous voulez, la guerre... Elle a déjà commencé en guerre hybride avec des chevaux de Troie sur israéliens dans le nucléaire iranien, des assassinats, etc. Enfin, la guerre est là. La guerre elle a déjà largement commencé. Alors, bien sûr, nous alternons entre Gaza, l'Iran, l'Ukraine, Taïwan, etc. Nous sommes écartelés entre tous ces conflits qui commencent à couvrir l'ensemble du monde. Et là, celui-là, il se cristallise simplement. Alors, ce sera pour les États-Unis vraisemblablement un conflit à distance, du style, même s'ils font bombarder l'Iran par Israël, ils ne vont pas engager leur GIs. Ils risquent d'engager en revanche toute leur puissance sur les Houthis en particulier, mais ça, ce sont les prémices, c'est aux marges. On commence par les Houthis. On met la pression, voilà. Et puis après tout, on s'aperçoit que... Netanyahou n'attend que ça, d'ailleurs, qu'on aille régler le problème de l'arme. Mais supprimons d'abord les proxys. Petit à petit, s'ils arrivent à baisser le niveau d'efficacité redoutable des Houthis, ça va libérer aussi l'Arabie Saoudite. Il faut savoir que l'Arabie Saoudite et les Émirats étaient en conflit avec les Houthis et n'ont pas réussi à régler le problème, malgré le soutien extraordinaire des Américains. Vous voyez, donc il y a là aussi libéré l'Arabie Saoudite qui a reçu sur ses terminaux pétroliers quelques missiles des Houthis. Donc il y a dans cette région-là quelque chose d'important. Ensuite, et ça ce sera mon dernier point, il faut voir l'influence de Pékin qui a réuni quand même l'Arabie Saoudite et l'Iran à Pékin. Donc il y a du côté américain un agacement certain et une envie de libérer cette région-là de l'ingérence maintenant chinoise, qui est quand même, n'oublions pas, l'ennemi préférentiel, si j'ose dire, de Trump. Donc il y a, qui se joue là, de la géopolitique mondiale également. Voilà. Est-ce qu'on peut dire qu'au fond, Netanyahou fait un coup triple avec ces bombardements de cette nuit, il entend régler le problème du Hamas, le problème des Houthis et pourquoi pas le problème de l'Iran? Moi je dirais un coup quadruple, parce qu'en fait, il joue sa survie politique. Et à l'intérieur, il est derrière le chef. Il est tous les jours condamné invité par le ministère de la Justice à répondre de ses actes, notamment dans la préparation du 7 octobre. Et à chaque fois, il dit qu'il n'a pas le temps, qu'il est occupé par des choses plus importantes au niveau international. Donc, en fait, et c'est ça qui est dommage, et c'est pour ça que je regrette qu'on n'entende pas plus les organisations humanitaires internationales sur cette question. Parce que manifestement, les États sont bloqués. Les États ne veulent pas déplaire à Trump. Il y a des jeux géopolitiques qui ont été présentés par l'amiral Olagaray, très justement. Donc, ce qui devrait faire opposition à cette recrudescence de la violence, et notamment de celle de Netanyahou, qui cherche à sauver sa peau, c'est les organisations humanitaires internationales qui ont été éliminées de Gaza, et qui, du coup, se taisent, mais on devrait entendre la Croix-Rouge internationale, on devrait entendre les médecins du monde, etc., pour dire c'est pas normal ce qui se passe. Joséphine Staron. Oui, je pense que le problème de Gaza du Hamas, ne sera pas réglé militairement, et ça, Israël le sait très bien. Il y aura une décision politique à prendre, et elle ne pourra être prise que par les voisins, que par les pays arabes. Et si Donald Trump ou l'administration Trump a peut-être une vertu, que ce soit dans le conflit ukrainien ou dans le conflit à Gaza, c'est de pousser les puissances régionales
à essayer de trouver des alternatives et de proposer des alternatives. Lorsqu'il propose un plan complètement ubuesque pour Gaza et d'en faire une Riviera avec des casinos... Il y croit lui-même ou pas? Peut-être, mais peu importe. Quelle est la réaction? Eh bien, ça provoque des réunions, des sommets entre des pays arabes qui ne s'entendent pas, qui de toute façon sont très divergents sur un certain nombre de sujets, mais qui là sont mis face à leurs responsabilités, puisqu'ils sont voisins de Gaza et d'Israël, et qui sont mis face à leur responsabilité de devoir endosser aussi un rôle politique dans ce conflit, et pas uniquement un rôle de contestataire ou de dénonciateur ou quoi que ce soit, mais d'avoir vraiment une responsabilité, tout comme les Européens aujourd'hui sont appelés à prendre véritablement part au conflit en Ukraine et surtout à son règlement. En tous les cas, la Maison-Blanche a été mise au courant et donc ne s'est pas opposée à ces bombardements israéliens sur Gaza qui ont fait 330 morts, hein, selon les chiffres du Hamas. Donald Trump, qui aujourd'hui, c'est l'autre conflit dont on parlait à l'instant, va s'entretenir au téléphone avec Vladimir Poutine. Objectif, se mettre d'accord sur un cessez-le-feu. Quelles sont les dispositions des uns et des autres? Je vous propose d'écouter les dernières déclarations de Donald Trump au sujet de l'Ukraine. Vous allez voir, il a, on semble-t-il, un léger penchant côté russe quand on l'écoute. Ce qui se passe en Ukraine n'est pas bon, mais nous allons voir si nous pouvons parvenir à un accord de paix, à un cessez-le-feu, et je pense que nous y parviendrons. Je suis impliqué pour l'humanité. Beaucoup de gens sont tués là-bas et nous devions amener l'Ukraine à faire le bon choix. Ce n'était pas une situation facile, vous avez pu en avoir un petit aperçu dans le bureau ovale, mais je pense qu'ils font ce qu'il faut maintenant et nous essayons d'obtenir un accord de paix. Bon, Antoine Arjakovski, que retenir là? C'est très court, mais quand même il dit, donc il fait ça, je suis impliqué pour l'humanité. Et puis surtout, nous devons amener l'Ukraine à faire le bon choix. Comme si le problème c'était l'Ukraine. Oui, oui. C'est ce qu'il a l'air de dire. Il dit, ça n'a pas été facile, Jean Zelensky n'est pas bonne patte. Voilà. Il met la pression sur l'Ukraine et il a coupé les informations militaires, les armements militaires, il l'a humilié, il a voulu l'humilier plutôt dans le bureau ovale. Et certains disent qu'il a poussé l'armée ukrainienne à se retirer de la région de Koursk également, puisque là, il y a manifestement l'armée ukrainienne qui rejoint ses bases, la frontière ukrainienne. On voit donc pas. L'Ukraine a perdu cette carte. Hein. On voit pas. Oui, alors on ne sait pas si ça a été négocié ou pas, et surtout on ne voit pas la pression qui est faite sur la Russie. On entend beaucoup de pression sur l'Ukraine aussi de ce qui devrait concerner l'accord de paix, à savoir par exemple la reconnaissance de la Crimée sur un plan juridique et pas uniquement de facto comme partie prenante de l'État russe, ce qui serait insupportable et qui ne pourrait pas être accepté par les Ukrainiens. On entend parler d'un deal sur les actifs, comme ils disent aux États-Unis, c'est-à-dire qu'est-ce qu'on va faire de la région. Partage de certains avoirs, des terres et des usines électriques. Voilà, en l'occurrence, il s'agit de Zaporižier et des ports accès à la mer Noire. C'est ça qu'a exigé manifestement Poutine. Mais là encore, comment les Ukrainiens peuvent accepter que la plus grande centrale nucléaire en Europe soit cédée comme ça à la Russie, alors que voilà, c'est clairement une attaque sur un des points les plus importants sur le plan économique de l'Ukraine. Et pareil pour l'accès au port de la mer Noire. De quel port s'agit-il? Est-ce que ils veulent ad vitam aeternam faire en sorte que Mariupol et d'autres ports soient partie prenante de la Russie? C'est des choses qui ne pourront pas être acceptées par les Ukrainiens. Joséphine Staron, comment voyez-vous d'abord cet échange téléphonique? Est-ce qu'on peut imaginer ce à quoi il ressemblera et est-ce qu'il sera conclusif? Donald Trump semblait assez optimiste ce week-end. Il disait on a eu une discussion vraiment bonne et positive cette semaine. Et pour rebondir, ça fait beaucoup de questions sur ce que disait à l'instant Antoine Arjakovski. Êtes-vous surprise qu'on parle déjà au fond de se partager des territoires, des centrales, alors que le problème numéro un, il est quand même militaire. Il est que des hommes il y a une tranchée avec des hommes qui se tirent dessus. Alors, je me garderais bien d'imaginer le contenu de la conversation entre Donald Trump et Vladimir Poutine parce qu'on est constamment surpris dans cette situation. En revanche, Donald Trump, il est face à une difficulté aujourd'hui qui peut peut-être permettre d'expliquer et de comprendre ses déclarations, notamment sur l'Ukraine. La difficulté, eh bien, c'est que Vladimir Poutine tient bon et que Vladimir Poutine lui résiste à son plan de cessez-le-feu temporaire, résiste à ses propositions de négociation et lui dit
il y a des nuances, j'ai des contreparties que je vais exiger, et donc finalement, je ne plierai pas. Donc continue à faire plier mon voisin ukrainien, et ensuite, on pourra discuter. Et donc, Donald Trump, il va vite être mis un peu au pied du mur, parce que c'est facile, entre guillemets, de contraindre une petite puissance non nucléarisée comme l'Ukraine, qui dépend énormément de l'aide américaine qu'on veut bien lui accorder, plutôt que d'arriver à convaincre Vladimir Poutine, qui est bien plus fort et bien plus droit dans ses bottes, je dirais, que Donald Trump le pense. Il y a une très bonne tribune de Dominique Moisy dans Les Échos d'aujourd'hui qui dit que finalement, Vladimir Poutine, ça a toujours été très clair. Ce qu'il veut a toujours été très clair et ça fait 20 ans qu'il le dit. Il y a une stratégie. Lorsque Donald Trump n'a pas de stratégie pour l'Ukraine, il y a quelques stratégies d'ordre tactique, on va dire, mais pas véritablement politique et sur le long terme. Donc là, il s'est avancé en fait, en disant qu'avec Vladimir Poutine, ils étaient d'accord, qu'ils avaient parlé, que Vladimir Poutine était pour la paix, etc. Il s'est avancé depuis des semaines avec ce narratif-là, et aujourd'hui, il est face, si ce n'est à un mur, du moins à un Vladimir Poutine en position de force, qui ne compte pas donner à Trump une victoire sans contrepartie réelle. Et effectivement, ce partage des territoires, aujourd'hui, c'est assez fascinant de voir qu'on parle de sujets alors que les combats continuent, plus que jamais, et qu'on n'a absolument pas abouti à un cessez-le-feu, ni même à une idée de cessez-le-feu. On parle de 30 jours maintenant de cessez-le-feu. Enfin, on est quand même loin d'un plan de paix auquel Donald Trump voulait aboutir en 24 heures. Amiral Michel Olagaray, votre regard sur cette conversation téléphonique aujourd'hui, est-ce que vous diriez vous aussi que celui qui a les cartes, celui qui sait ce qu'il veut, c'est Poutine, et qu'au fond... Trump est pressé d'en finir et quelque part, si j'ai bien compris, il est d'un caractère fort avec les faibles, Zelensky, et faible avec les forts, Poutine. Oui, comme l'a dit Mme Staron, effectivement, nous avons face à face deux diplomaties de nature totalement différente. Une diplomatie fine, élaborée, depuis longtemps, constante aussi, qui sait jouer sur tous les tableaux et qui sait sans doute jouer avec la diplomatie, entre guillemets, de M. Trump, qui est une diplomatie de coups. COUP, ou COUT d'ailleurs. Hein. Donc, si vous voulez, là, vous avez... Vous êtes pessimiste. Si accord il devait y avoir, il serait... Je ne sais pas s'il faut être pessimiste dans la mesure où Trump se casserait les dents sur la diplomatie de Poutine. Est-ce que ce serait être pessimiste que de dire, tiens, il se casse les dents, il s'en rend compte et il en tire des conséquences tout à fait improbables. Est-ce qu'il peut se retourner et mordre la main de Poutine? Mais pas impossible. Regardez Kim Jong-un. C'était le meilleur ami du monde. C'était des gens extraordinaires. Ils s'aimaient, véritablement. Donc, brutalement, ça s'est arrêté. Alors, on n'en parle pas pour l'instant. Je pense qu'il aura peu de temps, d'ailleurs, de s'occuper de la Corée du Nord. Il sera bien occupé ailleurs. Donc, vous avez deux diplomaties extraordinairement différentes, dont l'une a pour elle la constance, la durée, le temps. Le temps est quelque chose d'extraordinairement important. Aux États-Unis, les midterms arrivent dans 2 ans. Poutine est là depuis 25 ans. Il peut aller encore une douzaine d'années, bon, si Dieu lui prête vie, bien sûr. Donc, ça n'est pas du tout la même chose. Maintenant, les armes dont dispose Trump, il les utilise d'une façon étonnante. Je reviendrai sur ce que vous disiez du rôle des ONG, M. Arjakovski. Les ONG pourraient avoir une parole, puisque l'ONU n'en a plus, puisque les grandes organisations internationales n'en ont plus. Mais que fait Trump? Il coupe le robinet des ONG. C'est-à-dire qu'à partir du moment où il supprime 400 millions de dollars à USAID, vous avez des gens... Alors bien sûr, Trump est un humanitaire que nous connaissons, il l'a dit d'ailleurs, l'humanité. Mais il va faire mourir des milliers de gens, en particulier de sida, etc., en Afrique, en Afghanistan, partout, partout. Donc si vous voulez, là, il y a là aussi une diplomatie de coût. Les actions, il utilise immédiatement les leviers qui sont à sa disposition, mais il dégomme plutôt qu'il ne construit. Donc maintenant, va-t-il construire quelque chose avec Poutine? Ça m'étonnerait que ce soit aujourd'hui. En tous les cas, Vladimir Poutine a posé ses conditions pour un accord. Il ne veut pas voir de soldats de l'Alliance, c'est-à-dire de soldats d'un pays membre de l'OTAN en Ukraine. Donc pas question de voir des soldats français ou britanniques en Ukraine pour garantir la sécurité une fois un éventuel deal passé. Je vous propose d'écouter, alors évidemment les Européens ne sont pas de cet avis, je vous propose d'écouter Emmanuel Macron qui recevait hier le Premier ministre canadien, tout un symbole d'ailleurs, c'était son premier déplacement à l'étranger et il était à Paris, Marc Carnet, mais on écoute Emmanuel Macron.
C'est ainsi que depuis la guerre d'agression menée par la Russie contre l'Ukraine, votre pays est aux côtés de l'Europe et de la France et du peuple ukrainien sans faillir. Cet engagement commun aux côtés des Ukrainiens a toujours eu pour objectif de parvenir à une paix solide et durable, c'est-à-dire une paix assortie des garanties robustes qui prémuniront l'Ukraine contre toute nouvelle agression russe et permettront d'assurer la sécurité de l'Europe tout entière. Le Canada et la France sont des puissances de paix, des alliés fiables qui prendront part ensemble à cet effort. C'est dans cet esprit que nous maintiendrons notre soutien à l'Ukraine et continuerons d'exiger de la Russie des engagements clairs, et nous prendrons toutes les initiatives utiles pour avancer, de concert avec nos partenaires américains, européens et internationaux. Alors Antoine Arjakovski, il faut décrypter un peu là. Mettons qu'il y a un accord ce soir, ensuite l'idée c'est quoi de Paris et de Londres? C'est d'envoyer pourquoi pas même des soldats en Ukraine pour que Vladimir Poutine n'ait pas envie dans 2-3 ans de reprendre les combats prétextant un incident quelconque à la frontière. Il faut des garanties de sécurité. Justement, pour que ça fonctionne, ce cessez-le-feu qui pourrait aller jusqu'à un accord de paix, mais peut-être pas. Mais en tout cas, pour qu'il y ait un cessez-le-feu, il faut des garanties de sécurité, ce qui n'est pas le cas actuellement au Proche-Orient. Et donc c'est pour ça que les Européens, et notamment les Français, qui se sont fait avoir au moment des négociations de Minsk entre 2015... Tu ne vas pas recommencer, on lui a juste demandé sa bonne foi à Poutine. Voilà, et on a demandé à l'OSCE, qui était désarmée, de vérifier le cessez-le-feu, qui n'a pas été en mesure de faire quoi que ce soit pour empêcher la détérioration des choses du fait de la Russie. Donc là, on ne va pas reprendre les Européens à 2 fois, et ils exigent que ce soit une force de sécurité de 30 à 40 000 hommes qui soit en arrière, qui soit capable de vérifier et qui soit capable de protéger le ciel ukrainien. Et j'ai apprécié la déclaration du président de la République, pas celle-là qu'on a entendue, mais la veille, disant que c'était pas à Poutine de dire qui étaient les soldats capables de vérifier ce cessez-le-feu. Qui a le droit d'aller en Ukraine et qui n'a pas le droit. Là, Poutine, il ne nous a pas demandé notre avis pour faire appel à des soldats nord-coréens qu'il a envoyés combattre contre les Ukrainiens. C'est la même chose. Les Ukrainiens demandent à cette force euro-atlantique, puisque les Canadiens et les Européens sont prêts à envoyer des troupes, et même une dizaine de pays. Et je pense que c'est ça où les Européens doivent être d'une fermeté absolue. Ce n'est pas les avions brésiliens qui seront capables de surveiller le cessez-le-feu. Ce seront des Mirage 2000, ce seront des armements européens. Et là-dessus, je crois qu'il faut être très ferme. Et c'est ça tout le problème de ce coup de téléphone qu'on attend pour aujourd'hui. C'est que c'est un coup de téléphone bilatéral entre les États-Unis et la Russie qui met de côté les Ukrainiens, partie prenante au combat, et les Européens. Et ça, c'est pas acceptable. Et c'est pour ça que je suis assez pessimiste sur les résultats de ce coup de téléphone. Amiral Olagaray, Poutine dit, si jamais je vois un soldat français ou un soldat britannique en Ukraine, je considérerais que c'est un acte de guerre et que donc nous serons en guerre contre la France ou le Royaume-Uni. Je décrypte un petit peu ce qu'il a dit de façon plus codée. Mais en même temps, c'est vrai que c'est vertigineux de se dire qu'est-ce qu'on fait si jamais les Russes attaquent à nouveau? On leur tire dessus? Non, mais et puis là, c'est la Troisième Guerre mondiale. Mais la présence de soldats de l'OTAN, disons-le clairement, est subordonnée à la signature d'un traité de paix. Donc, si vous voulez, et un traité de paix, ça veut dire que la Russie sera d'accord. La Russie n'étant jamais d'accord sur cette présence-là, il n'y aura pas de signature de traité de paix. C'est tout. Parce que si les soldats de l'OTAN, français, britanniques ou autres, vont sur le terrain ukrainien, ils seront considérés comme co-belligérants. Donc il faut attendre qu'un traité de paix soit signé. Et pour que ce traité soit signé, vous voyez le nombre de conditions. D'abord, Zaporijjia, les Russes ne vont jamais rendre une centrale nucléaire à l'Ukraine, qui d'ailleurs ne saurait qu'en faire dans une espèce d'enclave russe, qui serait d'ailleurs soumise éventuellement à toutes les pressions. Donc il faudra d'abord... Je suis pas d'accord avec ça. Ils sauront parfaitement quoi en faire de cette centrale de Zaporijjia. C'est le cœur pulsant de leur énergie. Oui, donc, mais elle est enclavée déjà dans un oblast russe. Donc si vous voulez, elle sera... Non, pas du tout. Non, elle est de l'autre côté du Dniepr. Elle est du côté du souverain ukrainien. Oui, dans l'oblast. La partie... Donc toujours est-il qu'il y a un problème. Elle sera toujours menacée. Donc, sous cette menace-là... Oui, mais comme toute l'Ukraine sera menacée... Oui, mais l'Ukraine, il va falloir fournir à l'Ukraine toute l'aide nécessaire pour reconsidérer, reconstruire tout son réseau énergétique. C'est ça. C'est-à-dire qu'elle ne peut pas dépendre... Avec Zaporijjia. D'accord. Éventuellement avec Zaporijjia, mais ça sera très compliqué avec Zaporijjia, me semble-t-il. Joséphine Staron, on va regarder la une du Figaro aujourd'hui qui s'émeuvait, ce que vous disiez à l'instant, Antoine Arjakovski, d'une paix négociée
entre Trump et Poutine sans les Européens et sans l'Ukraine. Est-ce qu'il y a de voir le Premier ministre canadien pour son premier voyage à l'étranger, j'imagine que tous les autres sont allés à Washington, là il est allé à Paris d'ailleurs, il y a une reconfiguration des plaques tectoniques en matière de diplomatie qui est assez hallucinante. Oui, alors on verra combien de temps ça dure, mais en tout cas, ce qui est fascinant, c'est de voir que l'attitude de l'administration Trump aujourd'hui a un effet. Encore une fois, je parlais peut-être de vertu. A une vertu, eh bien, c'est de rapprocher un certain nombre d'États qui, par de la géographie, n'étaient pas forcément destinés à s'allier autant. Mais encore une fois, je recite Dominique Moisy qui parlait de géographie des valeurs. On y est. Lorsque vous avez le Canada, l'Australie également, d'une certaine manière la Corée du Sud, le Japon qui soutiennent ces initiatives-là face à une administration Trump qui s'isole de plus en plus, eh bien, vous avez cette géographie des valeurs. Maintenant, est-ce qu'on va passer des valeurs et donc de la déclaration de valeurs aux actes? C'est une vraie question. Le refus de Vladimir Poutine d'avoir des soldats européens pour garantir le cessez-le-feu. C'est très intéressant parce que c'est vraiment une épine dans le pied pour Donald Trump. Donald Trump s'évertue depuis des semaines à dire aux Européens « Vous devez être prêts à défendre l'Ukraine vous-même parce que nous ne le ferons pas, il n'y aura pas un seul soldat américain pour assurer le cessez-le-feu, donc préparez-vous ». Les Européens se préparent, enchaînent les réunions, les chefs d'état-major se rencontrent, un plan opérationnel commence à être mis en place, et puis là Vladimir Poutine dit « Mais attendez, il n'en est pas question. Il n'y aura pas un soldat européen sur le sol ukrainien. Et donc, il n'y aura pas non plus de soldats américains. Donc, finalement, il y aura qui? Des Chinois, des Turcs, des Brésiliens. C'est quand même compliqué à imaginer pour Donald Trump. C'est un vrai revers diplomatique pour lui. Donc, qu'est-ce qu'on peut attendre de ce coup de téléphone? Aujourd'hui, peut-être pas grand-chose. Alors, c'est ça. Il y a vraiment un blocage entre les deux hommes. Volodymyr Zelensky, en effet, met en garde contre un Vladimir Poutine, je cite, manipulateur. Et les Ukrainiens eux-mêmes, sont-ils prêts à signer, à baisser les armes face à Vladimir Poutine? Eh bien, ils sont extrêmement méfiants. Nos équipes sont allées à Boutcha, ville martyre, face aux atrocités de l'armée russe au début de la guerre. Regardez ce reportage de Sofia Dolé. Dès les premiers jours de la guerre, Sergueï a assisté à l'arrivée des Russes depuis le fond de son jardin. Je suis sorti et j'ai vu 35 hélicoptères survoler la forêt. Ils ont commencé à bombarder et à larguer des troupes. Mes parents sont rentrés chez eux, mais moi, je suis resté ici. Lorsque les risques étaient trop grands, il s'abritait ici, dans sa cave. Près de 40 jours d'occupation, dans la peur. Lui pense qu'accepter un cessez-le-feu avec la Russie est une erreur, persuadé que l'armée russe attaquera encore plus fort. Le monde oublie les horreurs commises par les Russes. Les grandes puissances concluent des accords entre elles, mais il n'en sort rien. Au lieu d'aider l'Ukraine, elles laissent les choses s'enliser, voire font pire. À quelques kilomètres, Boutcha, ville symbole des crimes de guerre russes. Après avoir vécu l'horreur, pour certains, l'idée d'une trêve est difficile à encaisser. Le monde ne doit pas oublier nos tragédies, parce que cela continue. Chaque jour, des gens meurent, et il faut que cela s'arrête. Tant de jeunes hommes sont tombés. Cela nous blesse de voir les États-Unis parler avec la Russie, comme s'ils nous mettaient de côté. C'est humiliant. Des Ukrainiens qui, dans leur majorité, pensent qu'il est impossible de faire confiance à Vladimir Poutine et demandent à l'Europe de continuer à les aider. Amiral Lagaray, est-ce qu'après 3 ans de guerre, au fond, les Ukrainiens, ils veulent toujours se battre? Écoutez, c'est la question qu'on se posait, on en discutait avec M. Jarkowski en particulier, c'est si brutalement les États-Unis, grosso modo, trahissent l'Ukraine, la laissent tomber complètement. Est-ce que le peuple ukrainien aura envie ou voudra se battre encore? Parce que comme ça a été très bien dit dans le témoignage, l'avenir sous la botte russe, ça leur paraît quand même très très difficile à vivre. Donc, auront-ils encore la force? Auront-ils encore les moyens, si l'Europe les aide, mais les aide de plus en plus et deviendrait co-belligérante d'ailleurs, auraient le moyen de continuer? C'est quand même très très compliqué, parce que moi, le peuple ukrainien, je ne le connais pas bien, je ne sais pas dans quel état il est actuellement, vous pourrez sûrement nous en dire davantage. L'Europe, ce que je peux vous dire, c'est qu'elle aura du mal à soutenir sans l'aide des États-Unis, parce que les Ukrainiens seront tout à fait démunis, si vous voulez, en termes d'armement, de renouvellement d'armement, de maintenance, etc. Et l'Europe
aura-t-elle le courage et l'unité et la volonté politique et les possibilités matérielles de soutenir une Ukraine sans l'aide des États-Unis? Là, on peut se poser la question, et c'est bien la question que se pose Zelensky, c'est est-ce que je dois encore me laisser tordre le bras? Est-ce que je dois accepter? Que pourra-t-il accepter vis-à-vis de son opinion publique aussi, puisque vous avez vu qu'il y a quand même dans l'opinion publique une envie de résister et vraiment une détestation du russe. Qu'est-ce qui peut se passer là? La situation de Zelensky est extraordinairement difficile en ce moment, et je dois dire qu'il y a beaucoup de points d'interrogation, et il est difficile d'injurer l'avenir en disant que ça se passera de telle ou telle façon. Antoine Orjakovski, si effectivement Trump dit je me suis mis d'accord avec Poutine, maintenant je considère que la paix doit s'instaurer, de toute façon je supprime les aides militaires, je supprime le renseignement. Non, mais les Ukrainiens... Et les Ukrainiens, s'ils veulent se battre, ils le font tout seuls. Les Ukrainiens n'accepteront pas une capitulation. Quand on dit un accord de paix, ça ne veut pas dire un accord de capitulation. Les Ukrainiens, ils jouent tout simplement à la survie. Ils se battront avec quoi sans les armes américaines? Ils résisteront d'une part par leurs propres forces, comme ils le font depuis 2014. Ils savent bricoler des drones maintenant, etc. Ils ont des usines de drones qui sont les plus performantes au monde aujourd'hui. Donc, non seulement ils résisteront mentalement, non seulement ils résisteront économiquement, ils résisteront politiquement. Ça veut dire aujourd'hui, les Européens ont compris que ce n'était pas juste la survie de l'Ukraine qui était en jeu, c'est la survie de toute l'Europe. Les pays d'Europe centrale, pour commencer par eux, Pologne, Bulgarie, Roumanie, savent très bien que le coup d'après, c'est eux. C'est-à-dire que déjà en 2021, Poutine a dit « Moi, je conteste les accords de l'OTAN qui ont intégré les pays d'Europe centrale en 1997-1999 ». Donc, ça veut dire, premier point de prise de conscience des Européens, l'étape suivante, c'est eux. Donc, c'est la survie de l'Europe et des pays de l'OTAN en Europe qui est en jeu. Et c'est la raison pour laquelle il y a eu une telle mobilisation depuis 15 jours en Europe pour dire on va créer une coalition de pays capables et volontaires, capables de défendre jusqu'au bout l'Ukraine. Et il y a eu une résolution du Parlement français cette semaine disant il va falloir non seulement fournir des armes, non seulement il va falloir augmenter les sanctions et saisir les 210 milliards de dollars des actifs russes dans les banques centrales en Europe. Il va falloir intégrer l'Ukraine au sein de l'Union européenne le plus rapidement possible. C'est ce que disent aussi les sénateurs, Claude Maluret, dont le discours a fait le tour du monde. L'ensemble des Européens, aujourd'hui, peut-être à part les Hongrois et peut-être quelques Slovaques, sont conscients que la défense de l'Ukraine, c'est la défense de toute l'Europe. Donc, Zelensky le sait, les Ukrainiens le savent, ils n'accepteront pas une capitulation et ils se battront jusqu'au bout. Joséphine Staron, c'est vrai que les Européens étaient réunis à Londres aussi, les Anglais sont très à l'offensive sur ce dossier. Il y a cette idée qu'une capitulation de l'Ukraine exposerait directement les pays baltes ou la Pologne, et donc au fond, même si les Américains devaient se retirer, les Européens, eux, seront là pour aider les Ukrainiens désireux de ne pas lâcher. En tout cas, il y a une prise de conscience au niveau des chefs d'État déjà. Je me garderais bien de parler des opinions publiques, mais au moins des chefs d'État et de gouvernement européens, que la menace est réelle, pas forcément à 6 mois, pas forcément à 1 an, mais le propre d'un gouvernement et d'un État, c'est de se projeter. Et donc, effectivement, si on se projette à 2, 3, 5, 10 ans, la menace russe, en cas de capitulation de l'Ukraine, elle est réelle, ils auront le temps de se réarmer, ils auront le temps de former de nouveaux soldats, ils auront le temps de développer une nouvelle stratégie, et surtout, nous n'aurons plus l'Ukraine qui était un peu le pare-feu entre la Russie et l'OTAN, Union européenne. Donc si l'Ukraine tombe, finalement, qu'est-ce qui reste? La Biélorussie? La Biélorussie est déjà un vassal de la Russie. Donc ça voudra dire que nos frontières européennes seront directement exposées aux attaques potentielles de la Russie, ce qui impliquera une réponse. Ça veut dire que de toute façon, si l'Ukraine tombe, à un moment ou un autre, il y a un risque réel pour que des soldats européens, qu'ils soient polonais, bulgares ou quoi que ce soit, soient obligés de répliquer et donc de répondre militairement à une attaque russe, ce qui engagerait ensuite tous les Européens. Donc c'est ce cas de figure-là que tout le monde veut éviter à tout prix en protégeant l'Ukraine. Et Amiral Olagaray, terminons par
c'est une parenthèse, mais le businessman Trump avait-il prévu qu'en donnant l'impression que les Américains se retirent des affaires européennes, eh bien, tous les pays européens qui avaient commandé des avions de chasse américains sont en train de se raviser. On a eu cette semaine le ministre de la Défense du Portugal, mais on a aussi la Suisse, on a les Allemands, on a même les Canadiens qui veulent réévaluer leur commande de F-35. Est-ce que ça, pour le coup, et de sous-marins et les Australiens aussi, oui, qui s'interrogent sur la pertinence de commander des sous-marins américains plutôt que français. Est-ce que c'est un petit peu savoureux pour nous, Français, qui depuis longtemps, disons, il faut être autonome, et avec notre Rafale, nous le sommes. Il va falloir savourer vite, alors, hein, parce que les contrats sont conclus, et une fois les contrats conclus, il est extrêmement difficile de les casser, ou alors ça coûte des sommes absolument faramineuses, en particulier pour les F-35, puisqu'avec ces commandes-là, ils asséchaient toutes les capacités antérieures de financement. Donc il y a de la communication quand on dit on veut réévaluer les contrats de F-35. En ce qui concerne les Australiens, le problème est antérieur, c'est-à-dire que les États-Unis et la Grande-Bretagne ne pouvaient pas fournir ce qu'ils avaient promis dans le système AUKUS, qui ont remplacé brutalement la proposition acceptée de Naval Group, donc de la France, par l'Australie. Mais là, ça sera différent, parce que Trump s'intéresse à l'Asie-Pacifique. Et là, il a besoin de l'Australie. Donc, ils feront, me semble-t-il, diminuant leur influence et leurs dépenses en Europe, ils pourront faire porter tous leurs efforts pour développer leur outil industriel et l'outil industriel qu'ils seront obligés de construire en Australie aussi, pour soutenir l'Australie. Parce que pour contenir la Chine, ils ont un besoin impératif de l'Australie. Donc, pour l'instant, si vous voulez, attendons. Il y a beaucoup de bonnes paroles. Que les pays qui n'ont pas commandé américains puissent éventuellement envisager de commander français ou suédois, les Gripen ou autres, ou l'Eurofighter, ça, c'est tout à fait possible, mais ça, ce sont des négociations qui se passent à très haut niveau. Il dépendra surtout aussi beaucoup de la capacité industrielle de nos pays de fournir. Dassault a besoin, comme tous les autres industriels, de commandes très fortes, fermes et de financement pour tout simplement doubler les lignes de fabrication, etc. Donc il y a la BITD sur laquelle la France, pour la base technologique de défense, sur laquelle la France fait un très très gros effort, doit être amplifiée aussi par les autres Européens pour pouvoir au moins fournir. Parce que commander et avoir la volonté politique de commander, c'est une chose, mais recevoir les matériels, c'est autre chose, et l'agenda commande. Merci de nous avoir éclairé sur ce coup de téléphone qu'on attend peut-être décisif aujourd'hui entre Trump et Poutine. En attendant, les marchés financiers, eux, sont plutôt sceptiques. À en croire le cours de l'or, la valeur refuge par excellence qui vient de passer la barre des $3000 l'once. On parle des répercussions de cette période de crise et de cette guerre en Ukraine et de ces bombardements à Gaza sur les marchés financiers avec nos invités juste après ce sujet d'Emmanuel Tixier qui revient sur l'envolée des cours